Au sud de la Belgique, s'étend la région la moins peuplée et la plus boisée du royaume. Les hautes terres du pays s'étendent en deçà du sillon Sambre-et-Meuse et abritent, dispersés, des hommes et des femmes qui ont choisi à dessein de s'y installer ou d'y revenir. Chacun à sa manière, il raconte la nature de ce territoire et ses éléments. Entre ciel et terre, la Haute-Belgique se contemple de haut en bas. Depuis son point culminant dans les Fagnes jusqu'à ses frontières septentrionales en Gaume, la Haute-Belgique comprend la partie du territoire située entre 200 et 700 mètres d'altitude et invite à un voyage sinueux, fluctuant, oscillant de rencontre en rencontre, de forêt en rivière. L'aérodrome le plus haut du pays se situe près de Verviers, dans la verdure, et c'est là qu'un passionné des vents, Yves van der Heyden, s'apprête à décoller comme souvent dans son drôle d'oiseau planeur. Cet aérodrome tient une bonne réputation parmi les connaisseurs parce que les vents des vallées voisines viennent rebondir sur les collines et créent une onde favorable permettant aux planeurs de rester en l'air des heures durant pour contempler la région au gré des courants d'air. Les courbes du paysage évoquent la grande montagne que fut autrefois ce haut plateau, appelé communément le massif des Ardennes. L'Ardenne belge couvre presque tout le territoire sud-est de la Belgique. Et si la montagne s'est tassée sous le poids du temps, l'eau continue d'y creuser ses sillons au milieu des forêts. Richesse précieuse de toute une région. Elle est à l'origine des landes marécageuses qui colorent le plateau le plus haut de l'Ardenne, un territoire de près de 4000 hectares nommé les Hautes-Fagnes. Sur ses flancs se dresse le point culminant de tout le Benelux, le signal de Botrange. Chaque année, les vents et les températures les plus extrêmes viennent frapper cette station météorologique qui connaît des amplitudes thermiques de 60 degrés. Dans ces fagnes gorgées d'eau, une végétation grasse se décompose en vastes tourbières, couvrant le paysage d'un manteau jaune tacheté de marécages. L'Amblève, l'Ourthe, la Meuse, la Lesse et la Semois sont les principaux vaisseaux des Ardennes. Ils traversent des forêts épaisses dont les hôtes sont le cerf, le chevreuil et le valeureux sanglier, emblème de la région. Les vieilles montagnes accouchent de puissants débits d'eau à l'image de la cascade de Caux, que les hommes ont su transformer pour produire l'énergie dont ils ont besoin.
En descendant la vallée de l'Amblève, on aborde celle de l'Ourthe et ses habitats très anciens. Le village de Ouéris fait partie des plus beaux du pays parce que son architecture raconte les siècles traversés depuis le XIe et qu'il reste même ici des traces datant du néolithique. En bordure de ce village vit un architecte artisan avec sa famille, Dominique. Je suis né ici dans le village, c'est Ouéris, un des plus beaux villages de Wallonie. Je suis toujours bien senti dans le village, c'est comme chez moi, que j'ai ici dans le bas du village, dans le haut, dans le centre. Cette maison, au départ, moi, je voulais faire un peu un condensé de tout ce que je savais faire. Je vais y mettre ma famille, donc ma femme, mes 2 enfants. Et je pense que j'ai vu un peu grand, mais bon, peu importe, maintenant que j'arrive à passer 95% du projet, je suis content de moi. J'ai voulu un peu marquer mon empreinte, j'espère, à vitam aeternam, avec ce projet qui me correspond, puisque j'aime la nature et j'aime montrer ce que je sais faire au niveau technique. J'aime bien aussi ce côté un peu gigantisme, un peu à l'américaine. Ce que je fais dans un premier temps, c'est de prendre tous les matériaux qui sont vraiment d'ici, je veux dire à 20 km, quoi. Donc il n'y a pas des bois qui viennent d'Afrique ou quoi que ce soit, c'est tous des bois que je prends chez les bûcherons locaux. Voilà. On va aller voir nos derniers travaux. Oui, aussi. La cuisine. Oui. Et donc tu vas remettre du cuivre comme... Ouais. Faire un peu Ouais, fait ensemble. cuivre, Hein. C'est future salle à manger. Une grande table ici pour mettre 15-20 personnes. Ça donne un peu de dynamisme. Puis on arrive dans une grande tour qui va être une tour qui va être toute fleurie. Toilette. Et puis là on rentre vers la pièce de musique. On peut voir la porte. Avec petite référence au tourne-disque. Et avoir un piano pendu en hauteur. Qu'on puisse descendre. Qui pourrait descendre, ouais, avec le musicien dessus, quoi. Ce serait chouette. On a du peps. On a envie que ce soit le printemps tous les jours, mais j'ai envie de ça aussi, quoi. Donc, quand il fait moche, je veux dire dehors, à la limite, quand je suis à l'intérieur, ben c'est le printemps, c'est l'été tous les jours, parce que ça pétille à l'intérieur. Il y a quelques années, tout près de sa maison, Dominique a créé avec sa femme, son imaginaire et la force de ses mains, un hôtel unique en son genre. Donc l'hôtel La Balade des Gnomes, qui est ici à 4 km, un projet un peu fou, mais qui est venu un peu comme un hasard. J'ai pu faire des recherches sur le cheval de Troie, là. Malgré ses dimensions, 8 mètres de haut et 10 mètres de long, hein, de la queue au bout du museau. Il fallait quand même qu'il soit bien intégré, donc je trouve une belle implantation. C'est un peu comme un château fort où on sait voir à 50 km. On arrive à un résultat, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. C'est très fouillé. Sur 1 mètre carré, il faut que je mette 5-6 trucs, donc on est toujours très englobé, comme ça, une architecture très englobante. Parfois, les portes qui graissent un peu. Mon personnel dit tiens, il faudrait mettre un peu de graisse. Je dis non, j'aime bien comme ça, tous ces bruits de graissement. C'est un peu étrange. Hein. Dans la forêt, qu'est-ce qui va sortir, hein? Je suis sculpteur à la rigueur, donc je pourrais sculpter un petit objet et me satisfaire de ça, mais je n'aime pas ça.
Il me faut mes longueurs, il me faut mes largeurs, il me faut mon gigantisme. Non loin de Wéris, au creux de la vallée, se blottit depuis des siècles au bord de l'Ourthe ce qu'on dit être la plus petite ville du monde. Durbuy compte 11 000 habitants et autant de touristes. Ils viennent ici chercher la quiétude des pierres ancestrales. Remonter la vallée de la Meuse donne toute la mesure du temps qu'il a fallu pour que se dessinent de tels escarpements, comme ceux des rochers de Freyr. Aux abords du sillon creusé par la Sambre et la Meuse s'étendent des plateaux de terre cultivés, parfois interrompus par d'impressionnantes cavités. Il existe 180 carrières de pierre encore en activité dans le pays. Mais des milliers de sites à l'abandon sont devenus un lieu de retraite pour des espèces et des êtres qu'inspire ce paysage envoûtant. Franck P. est un dessinateur exilé depuis peu dans cette nature. Je suis tombé amoureux de ces rochers. Pourquoi? C'est toujours difficile à dire. Des rochers, c'est voir le temps autrement. Un rocher, ça vit, ça se transforme. À un moment, c'est mou, c'est chaud, puis ça durcit, puis ça casse. Moi, ça m'apporte une autre vision du temps. Et le temps fait des œuvres d'art, quelque chose comme ça. En fait, c'est très paradoxal. Je suis vraiment un gamin des villes et j'ai dessiné les animaux parce qu'ils me manquaient. Et je dessinais la campagne parce qu'elle me manquait quand j'étais ado. Venir à la campagne était à ce moment-là dans ma vie une manière de redémarrer quelque chose à zéro. Ça, c'est des faux rochers. C'est le résultat d'années de recherche de techniques. Ici, le plaisir de recréer des rochers qui dégagent quand même une présence très forte quand on a ça dans un lieu, a priori à l'intérieur d'un bâtiment, c'est le même plaisir que j'ai que quand je dessine des animaux, que je les sculpte. Ici, c'est mon atelier de travail actuel. J'y ai installé quelques aquariums et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Et c'est en y réfléchissant mieux que le concept d'atelier zoo est arrivé. Ce concept-là, c'est mélanger en fait une activité artistique animalière avec des vrais animaux. L'évidence entre le sujet et son modèle, on l'a directement quand on pense à un peintre qui dessine des nus et qui a un modèle dans son atelier, c'est clair. Ici, si je dessine des animaux et que j'ai des animaux dans l'atelier, il y a une évidence aussi. Pour l'instant, les animaux qui nous entourent ici sont surtout des poissons, des tortues. Maintenant, s'étendre, dans un premier temps, ici, dans la véranda qui est déjà construite, il y aura d'autres animaux, il y aura des poissons beaucoup plus grands, des poissons amazoniens, et vont arriver dans un certain temps 3 crocodiles qui ont leur place. Et puis après, tout est possible. Ce lieu est un lieu bien réel auquel je me suis frotté dès le début, donc je l'ai construit quasi avec mes petites mains. Et c'est vraiment ça que je voulais, parce que c'est une expérience de vie aussi, et où apprendre les techniques vous donne des solutions originales. Hop.
J'ai conçu ce lieu vraiment pour qu'il soit foisonnant de vie, donc autant de plantes que d'animaux, que d'œuvres, que d'artistes. J'aimerais que ce soit un creuset, en même temps un ressourcement et en même temps un jaillissement. En redescendant la vallée vers le sud, se dessine la contrée du Condro, du nom des Condreuses, ancienne et brave tribu dont parle César dans la guerre des Gaules. Territoire agricole situé sur un plateau qui ondule entre les lignes de crête faites de grès et les vallées de calcaire. C'est une terre d'élevage traditionnelle qui compte quelques exceptions notables. À la ferme du Pont d'Amour, prospèrent sur 12 hectares plus de 200 volatiles, encore rares sous les cieux belges. Réginald Michiels et son épouse ont décidé d'importer un peu d'Afrique dans leur paysage des hauteurs de Dinan. Tu vas pas te barrer, mon pépère. Oui, voilà. La plupart des gens considèrent cet animal comme bête et stupide. Et en réalité, c'est exactement l'inverse. Effectivement, elles ont peut-être un très petit cerveau, mais remis à notre époque de technologie, le cerveau d'une autruche, c'est une clé USB de 24 gigas. J'étais à l'origine photographe et cinéaste, et c'est lors d'un reportage en Afrique du Sud que j'ai découvert l'autruche, d'abord à l'état sauvage, et puis après dans les fermes d'élevage. Eh bien, je vais dire qu'elles se sont très bien adaptées ici. Voilà, notre exploitation existe depuis 1995, donc ça fait 18 ans que nous exploitons et que nous produisons. Mais ici, le fait d'avoir des oiseaux de 2 ans, ça calme un petit peu les ados. Puisque à l'état sauvage, ils sont aussi entourés de ce qu'on appelle les subadultes. Ils sont bien encadrés, parce que bon, des adolescents entre eux, c'est une période assez ingrate chez elles aussi. Parce que beaucoup pensent que c'est une grosse poule, ça n'a rien à voir avec la volaille. C'est à peine un oiseau. L'autruche est en somme un des derniers dinosauriens, au même titre que le requin, la tortue, le crocodile. La similitude avec Vélociraptor, elle a gardé aussi sa vélocité au niveau du déplacement. La vitesse de croisière est de 35-45 km/h. Vitesse de pointe, 95-100 km/h pendant une quarantaine de secondes. Avec le 0-100 km/h en 3 secondes 8. Donc en réalité, l'autruche, c'est de la dynamite sur pattes. Ici, je suis chez moi. Ici, à côté, c'est chez lui. Je ne peux pas mettre un pied chez lui. Ou alors, je m'engage. Là-bas, il y a un œuf. C'est un animal qui est extrêmement territorial. On pourrait dire qu'il soit dangereux. Au niveau des pattes, ils ont quand même une force d'impact qui est calculée à peu près à 1600 newtons. C'est extrêmement violent, voyez-vous. Et l'arme principale de l'autruche, justement, ce sont ses pattes. En réalité, ils ont 2 techniques de frappe. Soit ouvrir la cage thoracique de l'adversaire, ce qui privilégie en quelque sorte, c'est frapper pour couper l'artère fémorale. On s'en rend compte justement lorsqu'on est en contact
avec les juvéniles comme on a là sur le côté, parce que là, ils n'ont pas encore de puissance. Bon, ils ont déjà une force d'impact, mais pas encore beaucoup de puissance. Et quand on a un coup de patte, on le sent, c'est vraiment à l'artère fémorale qui frappe. L'œuf d'autruche est comestible, c'est même un très bon œuf à manger. Mais il faut se dire que l'œuf d'autruche équivaut de 24 à 30 œufs de poule. Donc lorsqu'on mange un œuf d'autruche, on compte en général que ce soit pour 8 personnes. Alors ici, comme c'est un œuf de plus de 1500 grammes, il va partir en couveuse. C'est un futur bébé, on l'espère. Voilà. On n'a jamais vu une autruche se mettre la tête dans la terre. Et la politique de l'autruche, eh bien, en réalité, c'est exactement l'inverse de ce que les gens croient. Puisque, de par son caractère offensif, l'autruche fait face à toutes les situations données. Donc ça, on pourrait quelquefois dire à certains de nos politiques, faites un petit peu la politique de l'autruche. Parce que l'autruche fait face à tout. Doucement, regarde, t'as encore une plume brune là. T'as pas encore fait le ménage. Il faut être propre, mon garçon. Si les autrucheries sont rares dans le pays, il existe près de 20 000 fermes de toutes dimensions en Haute-Belgique, dont certaines aujourd'hui ont fait le choix de revenir à des modèles plus humbles et proches de la nature. Dès qu'on retraverse la Meuse, cap au sud, les arbres se resserrent, la forêt se fait plus dense et mystérieuse. Au creux de ces forêts du Breuly, au-delà de Couvin, subsiste un lieu au nom étrange, Oigny-en-Thiérache. Un village clairière au beau milieu des bois, contré de contes et de légendes, encore hanté par un passé ingrat, au temps où il fallait travailler dans la poussière des ardoisières sans jamais voir le jour. Après avoir longtemps voyagé, Don Fabuliste s'est arrêté un beau jour auprès de ces arbres. Il écrit et raconte depuis à ceux qui le veulent les histoires que la forêt lui transmet. Les Nutons habitent souvent pas très loin d'un village. Annabelle était une jeune fille de Oigny-en-Thiérache. Et Annabelle avait un fiancé, Frédéric. Un ardoisier dans l'ardoisière avec le sinistre nom Trou du Diable. Dans la région, il existe encore beaucoup de légendes. Comme conteur, je cherche toujours des histoires qui sont encore existantes. Et tu dois les transformer toujours de ta propre manière. J'ai vécu après 20 ans vraiment dans la roulotte. Encore, mais avant c'était une autre situation. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein.
je déménageais pour presque tous les années d'un autre endroit. Voilà. Pour l'instant, c'est encore un peu une adaptation pour moi, de vivre un peu plus fixe. Mais à l'autre côté, les forêts ici sont si larges, si grands, que tu peux errer jour et nuit dans les bois. La solitude, c'est nécessairement, pour moi en tout cas. Tu peux vivre plus tranquillement, avec un rythme plus naturel, si tu n'as pas de besoins matériels. Tu es esclave comme... C'est le temps qui dirige, et pas le temps de toi-même, mais le temps de quelqu'un d'autre qui dit tu dois faire ça, que tu dois faire ça. Ton boulot, c'est le boulot, c'est pas le travail. Le travail vient d'ici, le boulot, c'est pour le pognon, pour les sous. Tu vis d'une autre manière, et... bah oui. La grande forêt ardennaise s'étend à perte de vue et fait respirer tout le pays. Profonde, épaisse, dominée par le sombre épicéa, entourée de chênes imposants, de hêtraies en pagaille et d'érables colorés. En continuant à descendre vers le sud-est, se dresse le château de Bouillon, surnommé l'Imprenable, parce que 17 sièges n'ont jamais pu l'anéantir et qu'il reste aujourd'hui un vestige essentiel de l'époque médiévale. Il semble que la Semois aussi ait voulu assiéger le massif ardennais. Elle se glisse de boucle en méandre sur les flancs méridionaux du pays, enlaçant les villages, encerclant les collines de son flux imprévisible. Privilège de survoler la plus grande forêt de feuillus d'Europe d'un seul tenant. La forêt d'Anlier forme un ensemble sauvage et intact de près de 10 000 hectares jusqu'à la frontière luxembourgeoise. En bordure de cet immense territoire, le village d'Inster a des allures frontalières. C'est ici qu'a décidé de vivre la famille d'Elvire Bonfils, surtout depuis qu'elle a choisi de quitter l'univers des banques du Luxembourg pour retrouver son rêve. La petite ferme dans la prairie qu'elle voulut construire un jour au milieu de ses chevaux. Lundi matin, j'étais dans le TGV en première classe, costard cravate, mon petit ordinateur sous les bras, et j'allais discuter avec des grands directeurs de banque. Attends, oulé. Et à un moment donné, j'ai fait un choix et je ne le regrette pas. Avant, on avait toujours quelqu'un dans la famille qui avait une ferme, et puis on allait donner à manger aux petits veaux, et puis là, il n'y a plus. Donc on a un vide générationnel, ça a sauté une génération,
Et je pense que les enfants doivent redécouvrir tout ça. Le lait, ça sort de la vache, c'est pas dans une brique du supermarché, ou le poisson, il n'a pas une forme de carré avec de la chapelure autour, quoi. Mange, quoi. Mange. Il a peut-être pas envie, il veut juste que des câlins. C'était les 5 ans de mon petit bonhomme. On a fêté son anniversaire en forêt avec ses copains. Et puis ça a marché, ça a plu aux enfants, ils étaient plus qu'enchantés. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire ça? J'essaye de rendre de façon ludique et simplifiée la nature, d'expliquer les choses simplement. Il y a des enfants qui viennent, c'est la 10e fois qu'ils viennent à la ferme, et ils y prennent autant de plaisir parce que chaque fois c'est différent, chaque saison est différente, les animaux sont différents, on a des naissances, on a des nouveaux animaux qui arrivent, voilà, et puis ils apprennent des choses différentes en fonction de chaque âge aussi, ils grandissent. On y va. Tu te souviens de la petite fille quand on est parti en attelage qui était assise à côté de moi? Et elle m'a dit, tu sais, hein, bah dans ta maison, eh ben c'est que du bonheur. Regardez si c'est pas beau. C'est que du bonheur ici. On a une immense plaine de jeux. On a la chance d'avoir une des plus belles forêts d'Europe. Alors, je suis peut-être chauvine quand je dis ça, mais moi, je trouve que la forêt d'Anlier est magnifique. C'est une forêt qui est très ancienne, qui a une histoire, qui a une énergie qui est là. Quand on est en forêt, ici, on se sent bien, on est au calme. Alors l'avantage, c'est que cette forêt, elle a été préservée. Elle est encore à l'état naturel, je veux dire. Mon rêve, je suis en train de le réaliser. Au fur et à mesure, j'ai ma ferme qui est dessinée dans ma tête et elle avance comme dans mon rêve, quoi. Je veux dire que j'ai la chance de rêver les yeux ouverts et que chaque jour, quand je me lève, quand je regarde à travers ma fenêtre de ma chambre, j'ai l'impression de rêver encore et de vivre mon rêve, quoi. Et j'espère ne pas me réveiller. De la forêt des Ardennes, la pierre change soudain de couleur. Teintée de soleil, voici l'abbaye d'Orval. Avec elle surgit tout un passé monastique. Au XIIe siècle, une communauté de cisterciens est venue de France pour trouver la quiétude en Gaume. Située à l'extrême sud du pays, la Gaume est un coin de Lorraine où il fait plus chaud que partout ailleurs. La petite Provence belge, comme on l'appelle ici, abrite un peuple bon vivant, fier d'être un peu différent. Claude est un musicien français reconverti qui traverse tous les jours la frontière toute proche pour se rendre dans le vignoble le plus ensoleillé de Belgique. Ici, à Torny, on travaille à la méthode Guyot. Du cep, on laisse partir un rameau avec dessus 15 bourgeons. Sur ces 15 bourgeons, on va en garder 10.
Il y a 11 bourgeons, c'est normal? Ensuite, le bourgeon va se développer, il va former une petite grappe. Cette grappe-là, elle va fleurir. Et une fois qu'elle va défleurir, on va compter à peu près 100 jours et ça nous donnera approximativement la première vendange. En blanc, on a l'auxerrois et le pinot blanc. Par contre, on tire quand même en pinot noir un très bon vin rouge que l'on laisse vieillir 9 mois en fût de chêne. On travaille à peu près en ce moment avec 6000 bouteilles tout confondu. La vie est belle, les vaches sont belles, les moutons sont beaux. Vous savez à quoi on passe? La personne qui vient, qui passe dans Torgny est amoureux de Torgny. On tombe amoureux de Torgny. C'est vrai qu'ici, on est au même niveau que la Champagne, à peu près. Hein. Donc, tout ce qui est vin pétillant est prioritaire, je dirais. Ce vignoble-là, donc 1,5 hectare, est situé sur une pente douce, plein sud. Qui plus est, derrière, il y a la forêt. Donc, les petits reliefs que vous voyez coupent le vent. Et c'est vrai que ça a tendance ici à partir à gauche, les nuages à droite. Il pleut quand même, hein, Torgny. Mais disons que il n'y a pas la même densité qu'ailleurs. Il a fallu subitement s'abriter. Non loin de là, à la sortie du village, au milieu des bois, une chapelle. Une porte ouverte et une agréable odeur de feu de bois. Une voix, sœur Marie-Bernard. Je vis seule, mais la porte est ouverte. Et on ne s'est pas privé. Voilà. Et comme maintenant je ne peux plus me sauver, mais je ne sais pas. On vient me trouver. Voilà, c'est tout. Si vous voyez les gens qui passent ici, drogués, paumés, je ne pose pas de questions. On part de ce qu'ils disent. Et voilà. Et puis on me raconte ce qu'on veut, hein. Attention, je ne suis pas toujours au dupe. Mais s'ils ont besoin, ils ont besoin, puis c'est tout. Et... Un ermite vit solitaire pour Dieu dans la prière. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'essaie de faire depuis 40 ans. J'ai très vite senti la transcendance, est-ce qu'on peut dire ça pour une gamine, de Dieu, de l'Éternel, Et tout de suite j'ai dit, c'est ça qu'il me faut, et puis c'est tout, voilà. Jeune fille, je me suis dit, je vais pouvoir réaliser mon désir, et puis je me suis très vite rendu compte que ça n'était pas possible pour une femme. Non, c'est les hommes qui font le règlement. Dites, écoutez, oh, il est temps que ça change. Non, les femmes n'étaient pas capables d'essayer d'affaire toutes seules. Il fallait les entourer de murs, les protéger, surtout. Oh non, tu prie. Et alors, à ce moment-là, évidemment, toutes les chances étaient avec moi. En même temps, c'était l'année de la femme. Je crois bien que c'était la première de ma vie, en tout cas. Et
le concile avait revu bien des choses. Effectivement, ça a été le moment. En un an, ça a été réglé. On a cherché. À Bruxelles, en France. J'aimais bien de rester en Belgique. Et puis finalement, on ne trouvait nulle part. J'étais exigeante, je voulais une chapelle. Avec un ermitage à côté, c'est pas évident. Il restait une adresse. Quand j'ai vu la colline, les arbres, je dis, allez, en avant, on y est. Quel paysage! Quel paysage! Et je m'arrêtais, je regardais, je disais, mon Dieu que c'est beau! Mon Dieu que c'est beau! Comment est-ce possible que ce soit si beau? Pour moi, c'est le paradis. Oui, je n'en conçois pas d'autre. D'ailleurs, j'ai un bail en bonne et due forme. Personne ne peut me mettre dehors pour quelque raison que ce soit. Voilà. Jusqu'à mon dernier jour, c'est bien dit. L'ermite est sage, gardienne des méditations perdues. Cierge planté là, suppliant en silence les hommes d'aimer la nature qui les entoure. La Haute-Belgique doit sa richesse à ses vallons encore préservés. Mais apprécier le paysage qui nous entoure passe aussi par la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi de vivre en lien étroit avec la terre qu'ils occupent.